tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous parler de mes favoris culture, les choses que j'ai découvertes dernièrement, que je classe dans cette catégorie favoris culture, c'est les choses que j'ai lues, écoutées, regardées. Je dévie le truc aussi dans les sports et les loisirs. Pour commencer, en janvier, on avait des amis à voir dans l'Aisne et dans la Somme. Nous sommes en Charente-Maritime. La route vers l'Aisne, je l'ai fait des dizaines de fois puisque j'ai travaillé là-bas. On a fait une escale à Blois et on s'est dit qu'on n'allait pas faire une escale dans ce beau coin de la France sans visiter quelque chose. Donc on a visité le château royal de la ville de Blois qui a cet avantage d'être situé en centre-ville. Donc comme on dormait dans un hôtel en centre-ville, on pouvait déjà se rendre au château à pied, même avec de jeunes enfants, donc les miens ont 4 ans et demi et bientôt 8 ans. Une fois qu'on monte un petit peu en haut, dans les hauteurs du château, qu'on visite l'intérieur du château et qu'on a vu sur la cour, on a un panorama sur plusieurs architectures qui représentent les différents courants historiques en fait. Façade médiévale, gothique, renaissance, classique. Et le château a été rénové au 19e siècle, donc il est en excellent état et il y a vraiment des pans du château qui est magnifique. Ça a vu passer 7 rois de France, 10 reines de France, donc c'est très riche en histoire. Il y a beaucoup d'éléments en fait à apprendre dans ce château et du coup c'était une visite hyper passionnante. Au mois d'avril du coup on a fait aussi un petit séjour dans le Loir-et-Cher et on a visité le zoo de Beauval. Un zoo qui est le 4e plus beau zoo du monde, je crois. Bref, il mérite sa réputation du simple fait qu'il y a énormément de moyens financiers et des moyens humains qui sont mis en œuvre, en place dans ce zoo, qui sont investis dans ce zoo pour le rendre toujours plus beau, pour améliorer le confort des animaux qui s'y trouvent, mais aussi pour rendre la visite des usagers, du public, encore plus belle. En plus, là, en 2023, on a eu accès à plein de nouveautés qui étaient en place. Je pense à la volière tropicale. On a aussi une serre tropicale, pas loin de la volière tropicale. Et la végétation dans ce zoo est absolument magnifique. Je pense que si vous êtes paysagiste au zoo de Beauval, vous vous régalez. Franchement, entre l'intérieur des serres où vous pouvez faire pousser n'importe quoi, et aussi des extérieurs qui sont extrêmement soignés avec différents types de jardins en fonction d'où viennent les animaux. Par exemple, on a des jardins un peu plus style asiatique quand on s'approche des pandas qui viennent de Chine justement. La taille des buissons et tout est vraiment superbe et du coup, comme on est parti voir le zoo au mois d'avril, on a eu vraiment la température idéale parce qu'il a fait beau, on n'a pas eu de pluie et on n'avait pas trop chaud. On avait pris des boissons dans le sac, on n'aurait pas de soif une fois qu'on avait fait 35 pas quoi. Donc c'était hyper agréable. Les vacances de Pâques, on avait du monde, mais c'était pas surchargé comme à mon avis ça va peut-être l'être au mois de mai. Pendant l'été, à mon avis, vous faites la queue pour voir pas mal d'animaux. Et finalement, là, on a fait la queue, mais par exemple, vous avez une télécabine qui va d'un point du zoo à l'autre extrémité du zoo, d'une extrémité à l'autre, et vous avez un fond de verre, vous voyez le zoo sous vos pieds, donc c'est agréable, et puis ça permet de gagner du temps pour la visite, et puis voilà, c'est le petit truc en plus qui fait que voilà, le zoo est beau et agréable pour le public. Et du coup, on a fait la queue, mais pas non plus 107 ans. Les enfants n'ont pas perdu patience pour vous dire, et j'ai des enfants en bas âge. C'est juste les spectacles où il fallait s'y prendre à l'avance. Nous, par choix, on souhaitait uniquement voir le spectacle des otaries et pas le spectacle des aigles. Parce que les spectacles des aigles, j'en ai vu déjà plusieurs dans ma vie. Et voilà, j'étais plus intéressée par le spectacle des otaries, qui ressemble sensiblement à celui de la Palmyre. La Palmyre est un très beau zoo, mais quand même, le zoo de Beauval dépasse, et notamment par tous ses aménagements, et parce qu'il y a les koalas et les pandas. Donc forcément, ça dépasse de ce point de vue-là le zoo de la Palmyre. Mais pour ce qui est du spectacle des otaries, c'était un peu kiff-kiff, du moins les otaries font les mêmes prestations, c'est plus que le spectacle est orienté documentaire, on apprend des choses sur les otaries, les différences avec les phoques, etc. Donc c'était intéressant et les enfants se sont instruits et même quand ils sont arrivés à la maison, ils ont des figurines
d'otaries de phoques et ils sont venus me voir, alors ça c'est une otarie, ça c'est un phoque, ça c'est un morse. Ils avaient appris beaucoup de choses et puis ils ont exploité leurs connaissances sur leurs petites figurines Schleich, de la marque Schleich. Ils ont exploité ça avec leurs figurines et c'était rigolo. Le site internet recommande 2 jours. Nous, on aurait regretté de réserver 2 jours parce que on a fait l'intégralité du zoo en une journée. On était présent par contre à 9h15 le matin, on est parti à 17h30. On en avait plein les pattes parce que c'est fatigant. Ma montre a mesuré qu'on avait marché 14 000 pas et voilà, c'est une sacrée visite. Les enfants ont bien suivi, on a fait des pauses, on n'a pas du tout marché au pas de course. Mais voilà, ça reste quand même une visite où vous êtes debout toute la journée, de 9h pour nous concernant à 17h30. On a mangé à l'intérieur du zoo. Bref, j'ai répondu à toutes ces questions en story sur Instagram, j'ai mis ces stories à la une. On a visité le lendemain le château de Chenonceau, qui est un château magnifique, c'est vraiment spectaculaire, le point de vue là sur le Cher et tout. Les jardins sont somptueux juste avant, même si à part les glycines et les tulipes, on n'a pas vu grand chose de fleuri au mois d'avril, mais c'était quand même magnifique. Il y a un labyrinthe aussi sur le chemin de l'entrée, c'est très beau. C'était gavé de monde, mais on a fait la fermeture, ce qui fait que à la fermeture, c'était tout vide. Et du coup, sur le site, c'est bien de réserver en fait les places. Ils ajustent en fait les entrées dans le château. Ça permet de gérer les flux pour pas qu'il y ait trop de monde dans le château. C'est un château qui est aussi rempli d'histoire. En suivant le guide, même ma fille de 4 ans et demi a été très intéressée par toutes les pièces du château et tout ce que chacune des pièces racontait et quel personnage de l'histoire ces chambres avaient vu passer. Donc Catherine de Médicis, Diane de Poitiers. Ma fille a beaucoup regardé les portraits, les berceaux, parce que ma fille est très intéressée par les bébés, donc il y avait un berceau d'enfant qui l'a beaucoup intéressée, les cuisines du château. Les enfants ont appris plein de choses, ils ont adoré la visite. Si vous êtes cycliste comme nous, on apprécie faire du vélo, rappelez-vous, on a déjà passé des vacances à vélo en famille à 4. Il y a un article sur mon blog, je vous le remettrai dans la barre d'informations. Nous, on projette depuis longtemps de faire les châteaux de la Loire, de la Touraine, en suivant les sentiers vélos en fait, qui sont mis à disposition. On a ce projet-là, c'est juste qu'il faudrait qu'on fasse garder les enfants un petit moment parce que mon fils sait faire du vélo, ma fille pas encore sans les roulettes, mais du coup mon fils quand même n'a pas l'endurance pour faire un tel périple à vélo et on aimerait faire ça en amoureux pour faire le plein de culture et d'en prendre plein les yeux côté château. Donc le château de Chenonceau, franchement, voilà, il est à voir, c'est clair, il est magnifique et on a adoré cette visite. Côté sport, je vais vous reparler parce que j'en suis un petit peu fière, j'avoue. C'est un petit pas pour l'humanité, un grand pas pour Justine. J'ai refait du ski, je vous en ai parlé dans un vlog courant février, quand on est rentré de vacances. On a passé une semaine au sport d'hiver et je partais en me disant chouette, je vais voir la montagne, chouette. Enfin, les Pyrénées retrouvent une belle couverture de neige parce qu'il y a eu des années où franchement c'était bouilli-bouillasse pour skier et c'était à pleurer quoi, de voir les Pyrénées comme ça où il n'y avait pas de neige. Et là, au mois de février, première semaine des vacances scolaires pour nous où tout le monde, toute la masse n'était pas en vacances scolaires, donc il y avait un peu moins de monde. Il y avait pas mal d'Espagnols parce qu'on est allé du côté de Font-Romeu. On était sur la station de Bolquer, Pyrénées 2000. Je suis remontée sur des skis tout simplement pour accompagner mes enfants. Le favori que je tiens à citer, c'est d'avoir pris des cours pour les enfants, des cours particuliers via l'ESF, oui. On appelle ça comme ça l'école de ski française, je crois que ça veut dire. On a sélectionné des cours en voyant que les enfants, on a loué des skis au départ pour eux et il y a des petites pistes qui sont gratuites, des bouts de piste à côté des clubs piou-piou pour que les enfants descendent. Moi j'ai vu que j'étais à l'aise avec eux, mais que leur père était un petit peu condamné à les descendre entre les jambes pour qu'il n'ait pas peur au départ. Et puis mon fils s'est mis à descendre tout seul en fait. Grande surprise parce que je l'ai expliqué lors du vlog, je l'ai expliqué sur Instagram, je l'imaginais un peu comme moi en fait, comme quoi on fait des projections parfois sur ses enfants qui sont pas valables, et finalement il a adoré ça.
Il a adoré, il passait son temps à remonter le tire-fesse, à redescendre, et on lui a payé 2 heures de cours pour lui, 1 heure pour ma fille. Ma fille, c'était ultra adorable de la voir descendre les skis, et ça lui a permis de se mettre en confiance, donc de lâcher son père, et d'apprendre les bases du chasse-neige et l'équilibre un petit peu sur les skis, donc grosse satisfaction. Et moi, je suis remontée sur les skis avec beaucoup moins de crainte qu'auparavant, parce que je pense que je suis un peu plus sportive que la dernière fois où j'étais montée sur des skis il y a 10 ans, et je me suis fait un peu plus plaisir en descendant des pistes vertes seulement, faut pas pousser mémé dans les orties, mais voilà, j'ai redécouvert un petit peu la chose avec plus de sérénité, et du coup c'était chouette. Voilà, faut pas trop le faire tant qu'il est chaud, je pense qu'on essaiera de repartir février prochain pour battre le fer tant qu'il est chaud, et je pense que je me prendrai des cours avec un moniteur. Je vais vous parler des films, séries TV, les films au ciné qu'on a pu voir. Donc on est allé voir déjà Mario, le film, Mario Bros le film, parce que mon fils attendait ça comme le Messie depuis des mois où il avait vu la bande-annonce. Je pense que la bande-annonce, il a dû la voir 65 fois. C'est le personnage qu'il préfère dans ses jeux vidéo, c'est-à-dire que on a comme jeu vidéo sur la Switch à la maison, donc la Switch il l'a depuis ses 7 ans, donc ça fait presque 1 an qu'il l'a. Il joue un petit peu le mercredi, un peu le samedi. Il adore Mario Kart, mais il adore les jeux de plateau, Mario Odyssey, et il y a aussi un jeu qu'il a reçu à Noël, Mario et Bowser Fury, ou un truc comme ça, Bowser Fury. Et du coup, le dessin animé, je l'ai trouvé super bien fait. Moi-même, Mario, ça fait partie de mes souvenirs d'enfance. Ma soeur et moi avons eu la première Nintendo, donc c'était pour ma soeur à la base, et puis moi j'y ai joué aussi. Après, c'était avec mon ami d'enfance, on jouait à la Nintendo 64, la Sega aussi, donc en l'occurrence c'est Nintendo, Mario, mais du coup ça m'a rappelé plein de souvenirs d'enfance. C'est hyper bien fait, on l'a vu en 3D, donc les enfants ont découvert la 3D, les lunettes étaient un peu grandes pour ma fille. Elle a piqué du nez, ma fille, à 4 ans et demi, dans le cinéma, parce qu'elle était fatiguée. Voilà, c'était premier jour, c'était juste après Pâques, hein. On a été le lundi de Pâques, en fait, voir le dessin animé. Donc voilà, il fallait qu'elle se remette des semaines d'école passées, et puis de Pâques. Mais ouais, c'était franchement à voir. Je vous le recommande, je pense qu'il est encore dans les salles, hein, au moment où je vous parle. Sur le mois de février, on a été voir Alibi 2, nous, entre adultes, hein, sans les enfants. Un film, franchement, où vous voyez la bande-annonce, c'est condensé de plein de scènes humoristiques, et vous voyez le film, vous en avez encore d'autres. L'humour, c'est très tarte à la crème, si vous voulez, mais les acteurs sont bons, hein, avec Didier Bourdon, que moi j'adore, et celle qui joue la femme, là, je ne sais plus, mais bref, très très drôle, ça a fait pas mal d'entrées, mais franchement, voilà, c'est très gros, comme je disais, c'est très tarte à la crème, mais on a beaucoup ri, et voilà. Du coup, on s'est détendu, et c'est ça qui compte, si vous voulez, on a passé un excellent moment. J'ai noté aussi qu'on avait apprécié sur Netflix, c'est sur Netflix qu'on a regardé, L'épreuve du feu, qui est un film qui parle de la peine de mort. En fait, c'est un jeune qui est condamné, c'est issu d'une histoire vraie, si je me souviens bien. Un jeune qui, voilà, socialement, culturellement, c'est pas le haut du panier dans l'échelle sociale, ce couple, mais il se trouve que c'est un couple quand même ils sont très amoureux, mais le problème c'est que voilà, il boit, il fume, il se drogue, et il travaille pas, voilà, comme je disais, c'est pas le haut du panier côté échelle sociale. Et ils ont des filles, des jumelles ou pas? Non, ils ont 2 filles, c'est assez loin, on l'a regardé en janvier. Elle meurt, elle, la femme travaille, elle sert dans un bar, et il s'endort, il couche ses filles, et il y a un feu qui se déclare dans la maison. Et la police qui se pointe sur place avec le fait qu'il sort de la maison, et que tout ce qui l'inquiète c'est de bouger sa voiture pour pas qu'elle crame, parce que tout simplement il a déjà vu que ses filles avaient brûlé en fait quand il se réveille. Bref, c'est absolument dramatique comme histoire, je souhaite ça à absolument personne. Il est accusé d'avoir fait cramer la maison, et que c'est un homicide volontaire. Il est accusé, et il prend pour plus de 10 ans de prison. Bref, il est condamné à passer sur la chaise électrique, jusqu'à ce qu'une femme, qui n'est pas avocate, mais elle s'intéresse à son cas, mais des années et des années après, on va découvrir est-ce qu'il est
innocent en fait ou pas. C'est très prenant en fait comme histoire, ça vous prend quand même les tripes parce que à imaginer, bah voilà, c'est terrible. Et les acteurs sont quand même attachants et c'est un film que je vous recommande de voir parce qu'il était bien fait. On a vu aussi Pinocchio, le film d'animation en fait qui a été proposé sur Netflix et mon fils a eu peur en fait, mais moi je l'ai regardé période voilà, début janvier ou juste après Noël et bah, j'ai quand même apprécié, j'ai trouvé que c'était très bien fait, que c'était joliment fait pour être déjà allé voir la ville de Pinocchio donc en Italie. Parce qu'en Italie, on a fait Florence, Rome, Vérone avec mon amoureux, et voilà, on a vu tout ce qui tourne autour de Pinocchio. Ça nous a rappelé des souvenirs, et moi j'ai apprécié ce film. J'ai regardé l'affaire Fourniret. Ça fait partie des films documentaires. Fourniret, c'est un tueur en série qui a orchestré ses crimes avec sa femme, qui est Monique Olivier. Et là, le documentaire Netflix, cette série Netflix, reprend l'histoire de Michel Fourniret, qui est mort maintenant, dans les yeux de Monique Olivier. Donc c'est extrêmement documenté parce qu'on a des personnes qui interviennent dans le documentaire qui sont très proches de l'enquête. Et on a l'avocat qui m'a énervé un petit peu, l'avocat de Monique Olivier, avec ce truc que tout le monde a le droit d'être défendu. C'est un peu malaisant dans la façon dont il présente la chose, et puis il infantilise un petit peu Monique Olivier. On a des conversations téléphoniques entre elle et lui, entre l'avocat et Monique Olivier, qui sont retranscrits. On a le contenu de courrier aussi de Fourniret, de Monique Olivier, avec de courriers entre eux et de courriers avec des connaissances à eux qui sont retranscrites dans ce documentaire. C'est riche en informations, des informations que moi je ne connaissais pas de cette affaire-là, mais c'est hyper glauque, quoi. C'est horrible, à tel point que je me suis posé la question parce que j'ai été un peu, je vous en avais parlé sur Instagram, j'ai été un peu dérangée niveau estomac à la période là en février, je crois, où on a regardé, février ou mars, la période où on a regardé ce documentaire, et je sortais à peine de ça qu'on a regardé ce documentaire que j'en avais la nausée. Honnêtement, j'avais la nausée, fallait avoir le cœur bien accroché. Et je me suis dit, mais pourquoi on s'inflige de regarder ça? Et c'est vrai qu'on s'est dit avec mon amoureux, ça sert à vous remettre les pendules à l'heure, que c'est pas demain la veille que ma fille va descendre du bus au coin de la rue et revenir toute seule. Si vous voyez ce que je veux dire. Qu'il faut pas faire confiance, qu'il faut faire confiance à personne en fait. Et j'ai envie de vous raconter des trucs, mais je veux pas vous spoiler du documentaire, mais c'est absolument atroce. Pour une fois aussi, ce documentaire révélait le fait que, ça avait déjà été révélé, mais ce documentaire mettait en avant que elle est pas pour rien dans ces horreurs, en fait, elle est même, mais vraiment partie prenante, et même parfois le cerveau des opérations, c'est-à-dire qu'elle se servait de leur bébé pour ameuter les victimes, donc des gamines de 9, 11, 12, 13 ans, pour les attirer dans le camion de Fourniret, et ensuite pour qu'ils les violent et qu'ils les tuent derrière. Elle les attirait avec son bébé, une femme, une mère. Alors, mais c'est absolument horrible, abject. Ce sont deux monstres de l'humanité. Est-ce qu'on peut leur attribuer d'ailleurs le mot humain à ces personnes-là? Non, il faut avoir le cœur bien accroché. Et comme je disais, après avoir regardé ce documentaire, on se dit, tout comme quand j'avais regardé l'affaire Grégory, ou bref, je crois qu'il était dans le jardin quand il s'est fait enlever, mais pour autant, on se dit, c'est pas demain la veille que ma fille, mais même mon fils, parce que ces gens, comme je dis, ils sont dénués de toute humanité, ils sont complètement tordus, ils ont carrément des problèmes dans leur tête, donc que ce soit un garçon ou une fille, ils peuvent faire des horreurs sur n'importe quel genre d'enfant. C'est pas demain la veille que je laisserai mes enfants revenir tout seuls du bus au coin de la rue, même si j'emmène mes enfants actuellement, ils prennent pas le bus, mais vous m'avez compris. C'est quand même un documentaire qui est très intéressant, très bien documenté, très bien tourné, j'ai trouvé très bien fait. Je vous avais parlé de L'Agence, qui est une série Netflix, un peu télé-réalité, qui tourne autour d'une famille qui a créé une agence parisienne de vente de maisons de luxe. La dernière saison là, est sortie sur Netflix, d'abord à la télé, on l'a regardée à la télé nous en fait, en janvier, et puis là elle est sortie récemment sur Netflix.
Donc encore des biens spectaculaires dans cette série, mais voilà, c'est quelque chose qui est très distrayant. Des biens que moi je pourrais jamais m'offrir, hein, sauf gagner au loto alors que je joue pas. On a regardé aussi la suite, la saison 2 de En un battement, dont je vous avais parlé dans une vidéo sur le condensé des séries Netflix que j'avais apprécié dernièrement. Et En un battement, donc c'est sur le trafic d'organes. C'est une femme, une mère de famille qui se fait assassiner pour voler son cœur par une organisation qui se charge de ces méfaits-là, de ces crimes-là. Elle a été repérée pour qu'on lui vole son cœur pour le transplanter sur une personne qui n'est autre que la femme du conseiller du président de la Colombie. On suit l'enquête et on suit le vécu, enfin comment celle qui s'est fait implanter le cœur d'une victime d'un meurtre sans le savoir, on voit comment elle réagit face à ça, et puis comment le mari va réagir aussi en apprenant tout ça. Il y a des choses qui me gênent dans cette série, donc je ne veux pas vous spoiler le truc, mais du coup la saison 2 clôt la série est terminée, et je peux avouer qu'une chose, il y a pas mal de choses dans le jeu d'actrice de la personne qui se fait transplanter le cœur de la victime. Son jeu d'actrice un peu mielleuse, un peu toujours en train de pleurnicher, ça m'a un peu dérangée. Et puis l'amour que lui porte le mari de la victime, c'est un peu étrange. Tout ce que je peux dire, c'est que la série est ultra prenante. Dans la catégorie j'écoute, comment oublier de vous parler de Félix Radu, dont je suis absolument fan. Je suis absolument fan de ce garçon. Quand je dis ce garçon, c'est que c'est quelqu'un qui est jeune, il a 27 ans. C'est un auteur et comédien belge qui a fait voilà, des études d'art. Il a fait le cours Florent à Paris aussi, mais donc il est belge, avec un léger accent, mais pas à couper au couteau. Hein. Il a créé déjà son premier spectacle, il était, je ne sais pas s'il n'avait pas moins de 20 ans, et il se produit aussi sur scène pour faire des spectacles humoristiques. Il a une chaîne YouTube, mais je le suis surtout sur Instagram, où il retranscrit les chroniques qu'il énonce en fait sur la première de la radio RTBF, qui est une radio belge. Il est filmé lorsqu'il évoque ses chroniques, il a carte blanche en fait pour parler de ce qu'il veut. Donc c'est souvent sur l'amour d'un homme pour une femme, souvent sur la recherche de l'amour, mais aussi il y a eu sur le harcèlement scolaire. On le compare beaucoup à Raymond DeVos. D'ailleurs, il a eu un prix, le prix Raymond DeVos, pour l'humour qu'il a et comment il joue avec les mots. Il fait beaucoup l'usage de jeux de mots, d'allitération, de rimes, et c'est hyper agréable de voir que des jeunes savent écrire comme ça. Il manie le vocabulaire, et puis il y a pas mal de citations, de vieilles citations qu'il évoque et tout. J'en ai partagé plusieurs en stories Instagram, et je suis absolument fan de ces textes. Je peux les écouter et les réécouter. Quand je marche avec mon chien, je réécoute parfois ces textes. Je trouve ça magnifique en fait, comment il parle. C'est très moderne et à la fois c'est quand même très bien écrit. Je suis absolument fan, et je trouve qu'il mérite d'autant plus de succès que ce qu'il a déjà. Avant de vous parler de mes lectures, je vais vous parler d'un jeu de société qui est ce jeu-ci qui s'appelle Esquisser. Même si vous n'êtes pas doué en dessin, je dirais même que du coup ça rend le jeu encore plus drôle. Hein. Vous allez tirer une carte, le dé va indiquer quel mot de la carte vous choisissez, et on a chacun un petit carnet. Il y a plusieurs étapes. Vous devez dessiner le mot qui se trouve sur la carte que vous avez tirée, et vous allez chacun va passer le carnet à son voisin de gauche. Le voisin de gauche va écrire en un mot ou voire un groupe de mots, il va écrire ce qu'il pense avoir vu sur le dessin de son voisin, et du coup on passe encore à son voisin le carnet, on se les passe. Le voisin d'après a le mot que la personne avait comment la personne avait interprété le dessin, et elle va devoir faire un nouveau dessin à partir de ça. Et la personne d'après, donc là je vous parle
du fait que si on est 4 joueurs, et je pense que c'est le minimum, voilà, pour jouer 4 à 6 joueurs à partir de 8 ans, c'est tout à fait faisable. Moi, mon fils, il pourrait tout à fait jouer à ça, ce serait assez drôle. Et du coup, la 4e personne note à nouveau, à partir du dernier dessin, elle n'a pas le droit de regarder les feuillets précédents, elle note à nouveau qu'est-ce qu'elle pense avoir vu sur ce nouveau dessin. Et du coup, ça déforme totalement en fait le premier dessin et c'est très rigolo de voir comment chacun interprète un mot, comment il va le dessiner et comment on va interpréter le dessin des autres. Et du coup, on a bien rigolé. J'ai lu pas mal de bouquins depuis le début du mois de janvier, enfin en tout cas depuis la dernière vidéo Favoriculture, mais ce livre se démarque des autres. C'est Mémoires de la forêt, souvenirs de Ferdinand Taupe de Michael Brun-Arnaud aux éditions Neuf, l'École des loisirs. C'est un livre que j'ai pris au rayon jeunesse, mais qui a retenu toute mon attention par l'histoire en fait. Donc c'est l'histoire de Archibald Renard qui, dans la forêt de Belle-Écorce, tient une librairie qui regroupe des livres dont les auteurs sont dans la forêt, c'est-à-dire que chaque animal de la forêt peut venir apporter l'ouvrage qu'il a écrit et il est mis en vente dans la librairie s'il le souhaite, mais il est mis en vente en un exemplaire. Ferdinand Taupe, qui est une taupe qui en fait a la maladie de l'oubli-tout, cette douce façon de dire la maladie d'Alzheimer tout simplement. Il a écrit ses mémoires en fait et il veut récupérer son livre parce que il a retrouvé c'est les photos d'une autre taupe et il veut savoir qui c'est, il s'en souvient pas, bref, c'est très doux et très poétique la façon dont la maladie est décrite dans ce livre au travers de la taupe. Donc voilà, ce sont des animaux qu'on a anthropomorphisés. Il veut retrouver cet ouvrage, sauf que Archibald Renard, le libraire, l'a vendu à quelqu'un dont il a oublié totalement le passage. En fait, il était très occupé et il a vendu ce livre. Ils vont entamer un périple pour reprendre le chemin des photos. En fait, il y a plusieurs lieux qui sont évoqués par les photos que Ferdinand Taupe a retrouvées et Archibald va l'accompagner pour retracer différentes étapes de sa vie. C'est un livre qui est vraiment plein de douceur, de tendresse. Moi j'ai ressenti beaucoup d'émotions au travers de ce livre, la façon dont la maladie est décrite. Et c'est un livre sur l'acceptation de la maladie, sur l'acceptation du deuil aussi, à tel point que voilà, au dernier tiers du livre, moi j'ai versé ma petite larme. J'ai très hâte. Donc quand j'ai acheté ce livre, je savais déjà que le tome 2 était sorti là en mars 2023 et du coup j'ai très hâte de le commander. C'est très facilement puisque c'est un livre destiné à la littérature jeunesse, et d'ailleurs c'est ce qui fait que voilà, on s'attend quand même au dénouement si vous voulez, et quoique, mais voilà, c'est adorable comme lecture et franchement à mettre entre toutes les mains, jeunesse, jeunes, adultes, etc. J'aime bien vous parler de quelques livres que je mets entre les mains de mes enfants, donc si vous êtes intéressé par cette catégorie, revenez sur les vidéos précédentes. J'ai aussi des favoris littérature jeunesse par thème que j'avais fait sur cette chaîne. Là, mon fils est lecteur, donc on peut se régaler en sélection de plus en plus. J'ai retenu ce livre que je dois rendre à la bibliothèque aux éditions Nathan, Un piano pour Pavel de Mimi Douanet et Amandine Laprin. Pavel est un jeune garçon qui va se mettre au piano d'une gare. Alors ses premiers romans sont destinés à être lus par des enfants entre 7 et 11 ans. Là mon fils, il a lu ça, il avait 7 ans et demi. Ça fait un moment que je l'ai, il faut que je le rende à la bibliothèque, la vache. Et ce que j'ai apprécié dans ce livre, ce qui fait la différence dans cette histoire, ça reste un livre, voilà, c'est pas à se taper le cul par terre, hein, c'est quand même une histoire qui est simple dans l'écriture, dans voilà, l'histoire. Ce que j'ai apprécié, c'est que l'histoire est c'est un peu triste, donc ça c'est pas ça que j'ai apprécié. C'est un enfant qui est orphelin et qui est pianiste. Il est issu d'une famille de musiciens. Il se met à un piano d'une gare pour jouer du piano, pour rejoindre sa famille d'accueil. La façon dont c'est écrit en fait, c'est que chaque chapitre, vous voyez le point de vue d'un objet de la gare. Donc il y a la pendule, l'horloge de la gare qui est la narratrice au premier chapitre ou au deuxième chapitre, je ne sais plus. Après c'est la canette de coca, la partition de piano et ensuite la narratrice de l'histoire.
Après, on a la feuille quadrillée où il a fait un dessin c'est la narratrice de l'histoire. Mon fils, c'était tout nouveau pour lui et j'ai trouvé que c'était un beau modèle, un beau nouveau modèle de façon d'écrire à lui présenter, que j'ai dû un petit peu lui expliquer parce qu'au début il l'avait lu tout seul et je me suis rendu compte qu'il ne l'avait pas lu, qu'il n'avait pas tout compris de ce point de vue-là, à cause de ça, et en le lisant avec moi, il a tout de suite compris, la lecture était beaucoup plus agréable pour lui. Une collection qu'il commence à apprécier, c'est cette collection Mythologie et compagnie aux éditions Nathan de Hélène Montard et Romain Ménétrier. En général, c'est ces auteurs qui proposent ces livres. Il y a la version au-dessus, petites histoires de la mythologie que je ne lui ai pas encore présentée parce que justement, c'est la version avec des histoires de mythologie, mais pour l'âge au-dessus, c'est-à-dire que c'est dépourvu de dessin et c'est du texte. Donc voilà, faut y aller pas à pas hein, pour pas dégoûter les enfants dès qu'ils commencent à lire des livres. En tout cas, mon fils est à fond lecture et de lui-même, c'est hyper agréable, il prend des livres de lui-même. Je recevais pendant un temps les nouveautés de la littérature jeunesse aux éditions Nathan, c'est pour ça que j'ai un stock de cette collection, de la collection aussi premier roman, j'en ai pas mal. Et du coup, il les prend tout seul de lui-même pour aller les lire et c'est hyper agréable. La gamme mythologie, il en a lu déjà plusieurs parce que du coup ça l'intéresse beaucoup. On lui a suggéré il y a pas longtemps, il en a lu 2 et il a adoré, donc cool parce que je trouve que la mythologie, c'est déjà une culture importante, je trouve, de connaître les histoires de la mythologie. Et aussi, c'est source de beaucoup d'autres biais d'imagination en fait. Un truc ludique, mais pour progresser en orthographe et en maths, j'ai aussi des éditions Nathan. C'est cocottes, vous savez, j'appelais ça les 4 coins étant petit, où on faisait un pliage de soi-même, où on posait des questions. On en a découpé plusieurs, et j'en ai pas une sous la main parce que mon fils peut les abîmer au fur et à mesure. Et tout simplement, c'est trié par couleur et voilà, vous avez des questions de culture générale, sur le thème de l'orthographe pour celui-ci et sur le thème des maths, du calcul mental pour celui-là. Donc pour faire des petites révisions en s'amusant, c'est cool. Et pour la motricité fine, le côté pliage du truc, c'est intéressant pour mon fils et pour toute cette motricité fine de pliage de papier, c'est intéressant pour l'écriture, j'ai entendu. Le dernier favori est plutôt sur le thème du loisir créatif, ce sont des crayons peinture que j'ai payé 12 balles sur Amazon et vous voyez que j'ai une diversité de couleurs, il y a un choix pas mal, un doré qui est un petit peu moche, mais on était content plutôt de les trouver. C'est des crayons qui fonctionnent très bien, je peux pas vous dire leur durabilité, s'ils vont sécher vite ou pas. J'avais des coquillages qu'on avait ramassés sur la plage et ma fille avait hâte de les peindre. Et moi j'avais l'idée d'un poisson pour le mois d'avril, un poisson découpé dans du carton d'un emballage alimentaire. Et puis ensuite pour faire les écailles, d'utiliser les coquillages. Et je trouvais ça sympa de les peindre. En tout cas c'est ce qui amuse les enfants. Il y a beaucoup de travail sur notre poisson qui a un résultat assez excentrique. Mais du coup je me suis dit que c'était pas mal d'avoir ça. Parce que la peinture, je suis un peu maniaque, ça en fout partout. Et les enfants ont tendance à pas avoir forcément un résultat au top de ce qu'on voudrait parce qu'ils ont tendance à pas assez racler la peinture sur le pinceau et du coup ils font des gros paquets et c'est un peu dommage de ce point de vue là alors que ça met des couches fines de peinture et étant donné que c'est une mine. Mon fils qui n'est pas branché loisir créatif, il en a fait avec sa sœur, peindre des coquillages, ça lui a donné très envie et du coup on pourra faire d'autres œuvres avec tout ce qu'on a ici. Si vous recherchez les liens de ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo, j'essaierai de tout lister dans la barre d'informations. Et en attendant, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont suivre. On va parler mode et décoration. Impérativement, la décoration de la chambre et de cette salle à manger. Je vais vous donner toutes les infos en vidéo YouTube. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt.